Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Écoute, merci de participer à ce podcast Banous. Alors, ce podcast Banous s'intitule Utiliser l'IA avant que l'IA vous vire. Et avec toi, on va voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place. Alors, on enregistre fin février 2025. Vraisemblablement, comme je te le disais en amont, Marie, l'épisode va être vite mis en ligne parce que avec l'IA, on peut pas trop se permettre d'avoir un trop grand décalage. Euh, Avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc moi, à la base, je suis consultante en marketing digital et en évoluant dans les sujets, social media, digital, depuis 14 ans, je me suis rendu compte que, il y avait, tout ce qui était algorithme, social media, déjà, ça posait des questions ça bouge très vite et quand l'IA générative est arrivée, je me suis rendu compte que mes clients allaient avoir le même genre de problématiques pour suivre. Donc j'ai vraiment, très tôt pris ce virage, pour, rester branchée sur ces sujets. J'ai fondé un collectif de freelance qui ont différentes expertises créatives, dev, mobilisant l'IA générative pour aider mes clients à mettre en œuvre leur projet avec les bonnes personnes. Voilà, la partie conseil, elle a évolué aussi vers ce côté recrutement. Et donc, ça me permet de vraiment comprendre un peu les imbrications quand il y a des outils sur la création, sur les expériences digitales, le potentiel pour mes clients qui sont essentiellement des marketeurs et des agences. Ok, très clair. T'as le droit de donner le nom de ton collectif, hein, Marie. Oui, c'est pas mal. Ça s'appelle Feed Forward. Ok, cool. Donc, la promesse, c'est comment on intègre en quelques minutes. Là, pareil, comme je te le disais en amont, c'est presque une introduction à l'utilisation de l'IA dans sa routine journalière. C'est quoi? Alors déjà, tu as parlé d'IA générative, il y a plein de types d'IA. Là, on va essayer de se concentrer sur l'IA qui nous aide vraiment au boulot, en fait, tous les jours. Alors évidemment, il y a ChatGPT, mais il y a plein d'autres choses. Euh, on va commencer très simple, c'est toi, tous les jours, tu utilises quel type d'IA et quel logiciel en fait? J'ai une sacrée liste. Mais je dirais qu'au quotidien, je jongle entre ChatGPT, Claude, Gemini, pour les LLM, qui font un peu de tout. Et puis après, en complément, je vais aller, utiliser du Perplexity, des outils de prise de notes lors de mes rendez-vous qui me sont extrêmement utiles. Et puis après, des outils sur la génération de visuels pour ma communication. Voilà, c'est l'essentiel, de ce que j'utilise. Ok, donc on va prendre l'ordre que tu viens de citer, ça sera plus simple. Euh, pour les tâches random, un peu généralistes, tu parles de ChatGPT, de Claude, etc. Pourquoi l'un par rapport à l'autre et pourquoi tu as fait ce choix-là? Alors, déjà ChatGPT, je dirais que c'est, le number one, dans mes usages, du quotidien. Il est très bon en généraliste, les dernières updates avec, le modèle O3, depuis hier, on a accès à la fonction Deep Research, même en compte, premium et non pas seulement en compte pro à 200 € par mois. Donc voilà, pour moi, il répond à tous mes besoins. Il fait de l'analyse de documents, il fait des recherches approfondies sur le web. Il est très bon sur du raisonnement, sur de la créativité, et donc voilà, il répond à beaucoup de choses, mais il a un point faible par rapport à Gemini, par exemple, qui est sa fenêtre contextuelle. Donc le concept de la fenêtre contextuelle, c'est que un ChatGPT va pouvoir analyser un certain nombre de pages ou un certain nombre de caractères textuels dans votre conversation, jusqu'à ce qu'il arrive à un point où il va plus prendre en considération ce qui s'est dit en amont d'une conversation et pas vous prévenir. Ou à l'inverse, vous lui donnez, analyse-moi ce PDF sur les tendances marketing 2025, que doit cliquer 100 pages, il va analyser les premières pages et les dernières, et il va pas vous dire qu'il n'a pas pris le milieu. Ok. Donc c'est là que Gemini m'intéresse, parce qu'il a la plus large fenêtre textuelle, et puis également parce que il fait de l'analyse de vidéo, ce que ne font pas les autres. Donc si je veux par exemple documenter un process, je fais un petit loom vidéo, je le télécharge, je le donne à Gemini, et il va me documenter par écrit tout ce que je vais montrer. Donc ça, c'est des exemples, je dirais, de comment j'utilise Gemini. Puis en plus, il vient s'intégrer dans la suite Google que j'utilise. Donc, dans mon Drive, sur le côté de mes documents, sur Google Drive, Google Sheets, Google Documents, je peux brainstormer par rapport à ce qui se trouve dedans. Il va même faire des rapprochements entre des documents qui sont dans mon Drive.
Donc ça, je trouve ça très utile et c'est le même principe pour les utilisateurs de la suite Microsoft qui sont sur Copilot. C'est d'avoir accès à l'ensemble de ce qui se trouve sur ton serveur, pour te fournir des réponses, qui font sens. Justement, Mmh. je te coupe, excuse-moi. Ça te fait pas un peu flipper, toi, en termes de privacy, de savoir que tout ton drive est analysé par Gemini? Oui, si j'avais des choses, compromettantes. Ouais. Non, c'est une vraie question, en théorie, quand tu as ton abonnement payant, tu peux bloquer le fait qu'il utilise, tes données pour son entraînement. Donc voilà, on se rapproche à ça, c'est ce côté, heu, rassurant. Puis après, dès lors que tu veux lui faire analyser des documents, confidentiels, bah, il faut uploader des documents qui sont anonymisés. C'est parmi les bonnes pratiques que tu apprends quand tu prends en main ces outils de, bah, effectivement, pas lui donner, des choses avec des données sensibles, et retirer ce qui est sensible et ne garder que ce que tu as besoin d'analyser, mais où il va pas pouvoir forcément faire un rapprochement avec un individu, par exemple. Voilà, donc je dirais il y a des bonnes pratiques comme ça à intégrer. OK. Je te laisse continuer, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, donc ouais, ChatGPT, c'est mon petit favori aussi parce qu'il a la mémoire que les autres n'ont pas, qui est quand même très utile. Pour moi, ça a vraiment débloqué pas mal de choses. Dans une période où j'étais passée complètement sur Claude, je suis revenue à ChatGPT quand la mémoire est arrivée parce que, tu pas besoin de te répéter. Donc même quand tu te crées un assistant pour un usage, spécifique, je sais pas si tu l'as déjà fait sur ChatGPT ou sur Claude ou sur Gemini, tu as l'option de le faire, qui t'évite de prompter à chaque fois la même chose quand tu as une tâche récurrente. Bah là, en amont, il va retenir ce que je fais dans la vie, mes offres, mes services. J'ai pas besoin à chaque fois que je crée un assistant de l'indiquer dedans. Donc c'est juste super pratique. Mais autant, bah, je peux créer des assistants dans ChatGPT, autant j'en ai que j'ai créé sur Claude pour des usages très spécifiques qui sont liés à de l'éditorial, c'est-à-dire à de la création de textes, de scripts de vidéos, de contenus. Bah, Claude reste au-dessus sur la capacité à s'approprier un style d'écriture et à proposer des choses qui se rapprochent de la façon dont j'aurais fait mes tournures de phrases, autant pour ma newsletter que pour des contenus LinkedIn, de sorte que je gagne vraiment du temps quand j'ai envie de passer un message, de partager quelque chose pour avoir un premier draft que j'ai plus qu'à modifier. OK, très clair. Donc là, on a vu les IA, génératives généralistes, on va dire. Pour rentrer un petit peu plus dans, je sais pas, on va se considérer comme un salarié dans le tertiaire classique, Mhm. qui fait du Excel, du PowerPoint, qui parle, avec des clients. Est-ce que toi, tu as des modèles spécifiques, plus niche, on va dire? Le modèle niche, ça va être tes assistants que tu vas entraîner sur tes besoins, en OK. fait. Ce qu'il faut, c'est pas chercher, le truc préexistant, mais juste vraiment partir de ton besoin, non pas, bon, bah, quel outil je vais ajouter à ma stack d'outils, mais c'est quoi les choses que je fais, sur lesquelles je prends pas de plaisir, qui sont chronophages, que je pourrais facilement déléguer, automatiser et cetera. Donc être hyper au clair sur tout ça et derrière, des Gemini, des, Claude ou des ChatGPT te permettront, de te décharger de certaines de ces tâches, et si c'est récurrent, tu crées un assistant et voilà. OK, merci parce qu'en fait, souvent quand tu suis l'actualité de l'IA, notamment sur YouTube, c'est toujours la course à l'échalote sur utiliser ce dernier tool et cetera. Il y a des Ouais, choses qui sortent dans tous les sens. En plus, ouais, généralement, ils sont tous branchés à ChatGPT ouais, et c'est juste des dérivations finalement. c'est ça. Mais toi, ce que tu dis, c'est, déjà, en créant à l'intérieur de ChatGPT, des agents spécifiques pour des tâches spécifiques, ça fait le job. Complètement. Complètement, concrètement, c'est ce qui se passe quand tu vas utiliser un outil, sur étagère qui te dit: «Bon, bah, voilà, toi, tu es dans les assurances, tu traites pas mal de, type, de voici tes use cases». On a des assistants qui font des use cases. Bon, bah, pour quelqu'un qui sait pas prompter, qui sait pas créer un assistant, il va s'intéresser à ça. Il va utiliser leur outil, mais demain, plutôt que d'avoir X outils différents, bah, tu peux tout faire avec ChatGPT à condition que tu saches exactement, faire, quelles sont tes données à toi que tu veux mobiliser, quels sont les types d'informations issues de ta propre expérience ou issues de conversations que tu as eues, etc., que tu veux pouvoir recycler pour ton dossier client. Donc, je dirais que ce sera jamais mieux que quand tu le crées toi-même pour ton propre besoin.
OK, et ça alors, je vais me mettre à la place de monsieur Michu ou madame Michu, ça dépend dans quel cas on se trouve. Par où je commence en fait? Est-ce que, on va dire pareil, je travaille dans une entreprise, je suis assez à l'aise avec de la bureautique et cetera. Comment je commence à faire tout ça? Où est-ce que je trouve les sources pour me documenter, pour réaliser, ces différentes tâches? Sans Mmh. me dire: «Bah, demande à ChatGPT de t'expliquer comment faire un agent spécifique à ChatGPT». Mais est-ce qu'il y a des ressources, faciles d'accès? Ça bouge très, très vite. Donc tu vas avoir, pas mal de newsletters, de créateurs de contenu qui vont te proposer une veille Mmh. sur tout ce qui sort. Mais je dirais que pour, le tout venant, c'est trop d'informations, en fait. C'est indigeste au possible. On ne sait pas comment prioriser les choses. Ce qu'il faut, c'est des peut-être suivre davantage des curateurs sur votre domaine. Il y a des créateurs de contenu qui vont partager plus des cas d'usage pour les avocats, les juristes, par exemple. Donc essayer d'identifier des personnes qui traitent de comment, ces outils servent dans une industrie ou dans des besoins, qui sont les vôtres, et ça va vous permettre déjà de vous dire: «Bon, bah, peut-être qu'effectivement je devrais considérer, cet outil en priorité». Après, faut se faire accompagner, je dirais, hein, parce que, commencer l'IA en 2025, c'est un sacré challenge, parce qu'il s'en est passé des choses depuis 2023. Et ça bouge très, très vite, et tu pas obligé de tout savoir. Tu pas obligé de tout savoir et de tout comprendre. Il faut savoir par où commencer. Et là, on peut t'aider, on peut te prendre la main, t'accompagner par des discussions. On va jamais commencer, ce travail en se disant: «Bon, bah, vas-y, on va direct sur ChatGPT et c'est parti». On va plutôt dire: «Bon, bah, c'est quoi ton quotidien?» De la même façon que, ton nutritionniste te dirait: «Bon, bah, vas-y, note tout ce que tu manges dans une journée». Ton consultant IA, il va te dire: «Bon, bah, c'est quoi tes tâches, de la journée, de la semaine?» Et le plus grand service que vous puissiez vous rendre, c'est de faire ce travail-là vous-même, de documenter. Si j'avais un stagiaire demain, ou si je faisais une passation pour que quelqu'un me remplace sur mon job, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui raconterais? Qu'est-ce qu'il aurait besoin de savoir? Et dès lors que vous avez documenté tout ça pour votre propre usage, vous allez avoir une vraie compréhension de bon, bah, là, clairement, il n'y a que le faire. Quand vous aurez fait cette introduction aux différents outils et aux fonctionnalités, et vous aurez des cas d'usage qui vous viendront plus naturellement. Mais d'abord, il faut se comprendre, prendre le temps de s'arrêter sur ce qu'on fait, et ensuite s'intéresser effectivement aux outils ChatGPT et consorts. Et puis, vous allez trouver des pistes beaucoup plus facilement en partant de vos propres besoins plutôt qu'en partant des fonctionnalités des différents outils. OK, très clair. Alors, l'article, n'importe quoi, le titre de ce podcast, c'est, «Utiliser l'IA avant qu'elle vous vire». Comment toi tu vois les choses? Alors ça c'est hyper compliqué, hein, de faire un peu de prospective sur ce domaine-là, mais moi typiquement et d'ailleurs hem, quand on a commencé à discuter les 1 discussions qu'on a eues ensemble plus tôt, je te disais mon scepticisme, j'en suis revenu depuis, notre dernier, call dans le sens où j'ai l'impression que à chaque annonce, mon avis change. C'est-à-dire, d'un côté, je me dis: «Ouais, Léa, on va être tous au chômage dans 2 ans et demi, c'est fini, le game, il est plié». En même temps, quand je l'utilise dans mon quotidien et quand j'en parle autour de moi, bah, les gens mettent du temps quand même à s'approprier ce logiciel. En plus, avec tout le buzz qu'il y a autour, ça rend les gens encore plus, méfiants, je dirais. Et à côté de ça, il y a les enthousiastes comme toi, comme moi par rapport à ces outils-là, mais je pense qu'on est finalement, une frange infime de la population. Comment toi tu vois les choses, évoluer? Hem, Bah, déjà, effectivement, pour l'instant, la majorité des personnes qui sont à l'aise sur ces outils, qui les utilisent, sans même se poser la question, c'est une minorité. Mais le problème qui va se poser, c'est quand, tu vas avoir, quand tu es dirigeant d'entreprise, des concurrents qui auront pas attendu, que ça devienne un sujet, mainstream pour, l'attaquer. Donc là, je vois, sur les agences, par exemple, que j'accompagne, il y a, un fossé énorme qu'on voit pas forcément de l'extérieur, mais qui est en train de se creuser entre, celles qui ont investi direct dès le début
pour, faire monter en compétence leurs équipes, pour intégrer l'IA aux bons endroits, pour, créer des offres autour ou pour juste se structurer pour répondre aux demandes des clients. Là, les clients, ils sont à peu près tous formés. Quand je parle des clients, c'est des grands groupes. Ils sont à peu près tous formés, ils ont compris ce qu'on peut faire avec et ils ont surtout compris que, ben, à ISO budget, ils peuvent faire plus de choses, plus rapidement, pour moins cher. Et donc, les agences, elles se retrouvent challengées, de dire, bah, en fait, vos façons de faire jusqu'à présent, elles vont plus suffire. Et ça, c'est juste un exemple, mais c'est tout un modèle qui est en pleine transformation. Et en fait, l'erreur, ce serait de dire que l'IA, c'est juste un outil, c'est ce qu'on nous répète. En fait, c'est surtout un catalyseur pour changer les façons de travailler, les attentes des consommateurs, les attentes de vos clients, et ça crée des nouveaux besoins. Et donc, si on la bâche uniquement comme un outil, on dit: «C'est bon, oui, oui, on utilise l'IA, on utilise ChatGPT, on utilise Midjourney», c'est pas assez, en fait. Il faut aussi se poser la question de, bah, dans nos opérations du quotidien, je suis une agence, j'ai, 10 collaborateurs, comment je fais pour, piquer des budgets à, 500 K, à des agences, avec qui, on n'aurait jamais pu se mesurer auparavant? Avec l'IA, il y a un vrai rééquilibrage qui peut se faire sur l'accès à des opportunités pour des agences qui sont hyper agiles et qui sont beaucoup plus rapides pour s'approprier les outils et travailler avec voilà, se développer même leurs propres outils. Donc, oui, c'est une Typiquement, question. tu peux me donner un exemple où vraiment tu as vu un avant-après, par rapport à cette adaptation et cette adoption plutôt par les équipes d'une petite agence? L'avant-après, par exemple, je dirais, c'est jusqu'à présent, tu avais des clients historiques avec qui, il s'est passé plein de choses, vous avez fait plein de campagnes. Il y a tout un tas de données issues de votre collaboration qui sont dormantes. Les agences qui vont exploiter la donnée issue de leur historique client ou qui vont exploiter la donnée issue de, leur propre campagne créative pour créer leur propre modèle, hem, il y a vraiment une opportunité d'exploiter la donnée avec l'IA. Et il y a plein d'entreprises, agences ou pas, qui dorment sur des données qui valent énormément. Quand on se parlait tout à l'heure des modèles, niches par rapport à des généralistes, tu vas pas pouvoir te créer un modèle niche si tu lui donnes pas des données qui sont pas forcément documentées sur internet. Donc c'est très bien les fonctions deep research et cetera qui vont te permettre d'aller chercher des choses sur le web, mais tout n'a pas été documenté sur le web. Et donc le vrai avantage compétitif, il vient de quand tu as compris que tu dors sur potentiellement le nouveau pétrole et que, si tu apprends à bien l'utiliser et tu fournis des outils à tes collaborateurs pour leur permettre de capitaliser dessus, sans même avoir à être des prompt engineers, ou à très avancés sur la technologie, bah, déjà tu gagnes un temps d'avance. Alors je suis totalement d'accord pour aller dans ce sens-là. Moi, typiquement, j'avais, généralement besoin, d'un data analyst pour, m'extraire mes données, me faire mes dashboards et cetera et dorénavant, en fait, je le fais tout seul. C'est-à-dire que Mmh. j'ai appris mon vernis SQL. Si jamais j'ai des requêtes SQL un peu plus complexes à faire, bah, je le fais en étant aidé par ChatGPT. Il corrige mes erreurs et cetera et une fois que j'ai toutes mes données, bah, là, je les travaille également, avec, ChatGPT et j'ai plus besoin, d'avoir un, un dev, dédié à ça finalement. OK, très clair. Je pense que, bah, on pourrait, continuer. Juste, est-ce que tu as des ressources à partager ou tu veux terminer sur ce sujet-là? Ou on peut passer aux ressources? Je t'aurais bien donné un exemple, sur un job, que je connais bien. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais community manager. Et les community managers, c'était, ceux à qui on demandait un peu de tout faire, tu vois? Être copywriter, être créateur de visuels, être, data analyst pour faire des reporting. Je passais, une journée par client en agence, à créer, un bilan des performances du mois, chaque mois. Une journée, 8 heures, pour aller, chercher, les meilleurs posts, analyser pourquoi ça marchait et cetera. Aujourd'hui avec l'IA, mais ça se fait en une fraction de seconde. Tes dashboards, tu donnes, des informations à Claude, il te génère des dashboards, ChatGPT commence à le faire aussi. Il te génère des graphiques et cetera. Donc tout ce que tu faisais laborieusement avec ton Excel,
ou à rentrer dans un PowerPoint. Maintenant, tu files le template de ton reporting avec les variables à remplacer et l'IA le fait. Et donc, pour tout ce que tu attends de ton community manager, c'est pas nécessairement qu'il soit le meilleur data analyst, mais par contre, ce que tu attends de lui, c'est qu'il soit peut-être créatif, trouver des façons intelligentes de capitaliser sur des choses qui ont marché. Donc, juste, lui, à lui dit qu'est-ce qui a marché, et après, il peut brainstormer avec, proposer des nouvelles orientations. Euh, Même si c'est pas un DA, tu lui mets entre les mains, tu le formes à Midjourney, Midjourney plus Canva, tu fais des choses mais super, qui suffisent à pas mal d'usages sur social media. Et tu fais de la vidéo aussi, très facilement. Je te cite, par exemple Freepik comme outil, hyper pratique pour un community manager. Tu vas pouvoir, générer, des visuels, tu vas pouvoir les animer au sein du même outil en testant différents modèles vidéo qui sont intégrés. Tu vas pouvoir avoir des fonctionnalités similaires à Canva dedans. Enfin, il y a vraiment une nouvelle stack et je vois les agences qui investissent pour faire monter en compétence leurs créatifs sur l'IA, mais au final, parfois c'est en faisant monter en compétence des community managers sur la création d'images que tu vas avoir les plus gros gains de temps parce que tu vas désengorger tes créatifs pour qu'ils se concentrent sur d'autres choses. Et les community managers, ils seront autonomes par rapport à des besoins. Donc voilà, c'est un exemple que je maîtrise bien parce que j'ai été community manager et que je forme des social media managers, mais pour te dire voilà, à quel point les façons de travailler, elles changent complètement. C'est pas juste une question d'outils, c'est aussi une question de savoir à quel endroit j'utilise la tech. Mais ouais, je veux pas rouvrir un autre sujet, mais je trouve que l'IA, c'est le paradis pour les gens curieux, finalement. C'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple, c'est-à-dire que j'étais vite bloqué en termes de compétences, techniques et grâce à l'IA, ça me permet de débloquer des situations, d'avancer et cetera et c'est vrai que c'est passionnant. Marie, on va essayer de faire court pour rester dans le temps imparti. Est-ce que tu as quelques ressources à partager à nos auditeurs? Écoutez, moi j'ai une newsletter qui s'appelle Exploration IA sur Substack. Donc si ça vous intéresse, c'est essentiellement des tests d'outils, de cas d'usage sur, les shootings, enfin c'est surtout pour une audience de marketeurs, donc par exemple sur le SEO avec l'IA, sur, les shootings produits avec l'IA. Et puis après, bien sûr, il y a plein de newsletters passionnantes qui font un vrai compte rendu de l'intégralité des nouveaux outils, des fonctionnalités pour ceux qui veulent vraiment pas en perdre une miette et qui seraient par exemple lead d'IA dans leur entreprise. Vous pouvez suivre Emmanuel Vivier, vous pouvez suivre Gilles Guéraz sur Substack. Voilà, moi je dirais que la meilleure ressource, je dirais pas il y a une ressource numéro un. C'est important de suivre la curation des autres et de se nourrir de ça parce qu'on peut pas tout tester soi-même, mais il faut aussi se garder du temps pour tester soi-même. C'est la meilleure façon d'apprendre, en fait. On peut pas à 100 se reposer sur les autres pour monter en compétence sur ce sujet. Il faut vraiment, s'astreindre à, je teste, je me garde un petit peu de temps pour, trouver mes cas d'usage, et pas perdre le fil parce que, vous clignez des yeux et il y a déjà eu, X update et ça peut être un peu, intimidant par moment. Ouais. Exactement. Eh ben écoute, merci Marie pour ces ressources. On mettra tous les liens en description, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ou regardez Banous. J'en profite parce que je le fais pas souvent en direct, mais d'inciter nos chers auditeurs à vous abonner sur Spotify, notamment Apple Podcasts et YouTube. On a une chaîne YouTube maintenant. J'ai lancé une chaîne YouTube. Elle est assez artisanale, mais je suis bien aidé par un monteur, Julien, dont je mettrai le lien pour lui faire un petit peu de pub également dans les commentaires. Bref, pour nous soutenir, abonnez-vous comme tout bon youtubeur, c'est vraiment la phrase de base. Merci Marie pour ces explications. Si jamais le sujet vous intéresse, dites-le nous et comme ça j'aurai le plaisir de réinviter Marie pour continuer cette discussion. Et puis écoutez, on se dit à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt.